Bien, je suis Daniel Lorcery, je suis élève de la première promotion 61-65, qui a pris par la suite le nom de Joseph Optoman. Je suis à l'origine d'ailleurs de ce parrainage. Donc je venais de Molusson, où j'avais mes études à l'ENP de Molusson, avec mes camarades Auberger, dit Snec, Détour, dit Titoun, et Polo, Prel, avec qui d'ailleurs j'avais fait le cours élémentaire Commentry il y a plus de 60 ans. Nous arrivions du bassin de Commentry-Molusson, qui n'était pas un lieu vraiment touristique, les mines de Commentry, le bassin industriel de Molusson, mais quand nous sommes arrivés en octobre 61 à Saint-Étienne et qu'on a vu la ville, on s'est demandé où on arrivait. Parce que la ville était noire, on respirait le charbon, et c'était vraiment pas agréable. D'ailleurs, par la suite, quand nous avons fait du dessin industriel, comme c'était à l'époque avec le tire-ligne, etc., eh bien, il fallait se lever les mains 4-5 fois par jour pour avoir une feuille à peu près présentable. Il n'y avait pas d'assistanat pour nous loger. Il fallait se débrouiller pour se loger chez l'habitant. Et moi, j'ai logé dans un garage, rue Bénédicte Bachon, un garage qui avait été transformé en chambre. C'est-à-dire, la transformation était, disons, très légère, ils avaient mis un rideau devant la porte, enfin à l'intérieur. Et d'ailleurs, dans cette chambre, il y avait une trappe pour une soute à charbon, et c'était assez marrant, parce que de temps en temps, la propriétaire venait chercher du charbon, elle ouvrait la soute, quand j'étais dans ma chambre. À noter d'ailleurs qu'elle avait des filles, jamais les filles ne sont venues chercher du charbon dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, je reviens à l'école. On s'est rendu compte, évidemment, que l'école n'était pas créée, puisque nous sommes entrés dans une école qui n'était pas officiellement créée. Elle était créée qu'en 63, elle n'était pas officialisée. Et on a tout de suite, évidemment, fait en sorte de nous faire connaître. L'école, à l'époque, on l'appelait École nationale d'ingénieurs et techniciens, officiellement. Et on s'est battu pour mettre le nom ENISE. Et très vite, dans le dernier trimestre 61, j'ai écrit l'hymne de l'ENISE, qu'on a fait chanter à la deuxième promotion, lors du premier monôme en octobre 62, pour justement bien faire passer le message de l'ENISE. Elle avait été créée d'ailleurs par un groupe d'industriels qui voulaient une école pour encadrer les 3000 travailleurs supplémentaires que la loi a relevés chaque année. Et des ingénieurs ne s'évadant pas du département et ne faisant pas technico-commercial. C'est d'ailleurs une lettre de Coudeville, en 1955, qu'il a envoyée de Grenoble, qui pour la première fois fait idée de cette école d'ingénieurs. Alors, ceux qui ont créé l'école voulaient évidemment qu'on soit des ingénieurs subalternes, qu'on soit, disons, des porte-serviettes, entre guillemets, de certaines écoles existantes. Nous, évidemment, dès qu'on a su ça, on a réagi pour faire autre chose. Alors, donc, la première promotion, on a surtout œuvré pour nous se faire connaître. On a bisuté, entre guillemets, la deuxième promotion, avec beaucoup de précautions, parce qu'ils étaient 60 et nous étions 34. Comme en plus, il y en a certains qui étaient courageux mais pas téméraires de ma promotion, quand il a fallu visiter cette promotion, on était à peine 15. Alors on leur a expliqué que pour se faire connaître, il fallait qu'ils acceptent d'être passés à l'extrait de parfum, qu'ils acceptent certaines blagues, mais on n'a jamais voulu les avilir. Alors ils ont joué le jeu, on peut dire qu'ils se sont auto-visités en quelque part. Et on a fait le premier monôme en octobre 62. Je me souviens d'ailleurs que lors de ce départ du premier monôme, il y avait, dans la cour de Mimard, il y avait Charles Gelègue et Martineau qui étaient là au départ. Alors on s'est promené dans Saint-Étienne, on s'est fait connaître. Bon, on a créé l'association des élèves, mais enfin, on n'était pas très nombreux. C'était Gérard Chabert, qui était d'ailleurs le président de l'association des élèves, et moi j'étais responsable des trats, je suis à l'origine de la cravate jaune, je suis à l'origine des casquettes, etc., du parrainage, et de pas mal de choses dans les traditions. C'était aussi pour, disons, les promotions futures, leur trouver si possible des adresses de logement. C'était également pour répartir, disons, les subventions qu'on avait en stage, on se les répartissait à la moyenne entre nous. Certains avaient des avantages d'avoir des rémunérations intéressantes, d'autres rien du tout, et donc on avait décidé de partager entre nous. Ensuite, donc, j'ai écrit, et maintenant il y a prescription,
J'ai écrit, pendant le cours de Martineau, en salle 31, j'ai écrit les statuts d'association des anciens. Hein. Les statuts ont été déposés le 13 janvier 1965. Mais Victor Martineau savait plus ou moins pendant son cours que j'écrivais les statuts. Historique, être ingénieur en 1965, qu'est-ce que cela voulait-il dire? Un ingénieur en 1965, pour nous d'ailleurs, c'était quelqu'un qui avait eu de la chance de ne pas partir en Algérie, puisqu'il y en a un parmi nous, Riffard, qui a fait 1 mois avec nous. Il était le plus âgé et il est parti faire 27 mois en Algérie. Et puis j'ai quand même des amis de l'UNP de Montluçon qui ne sont pas revenus de là-bas. Alors on était quand même fiers, mais on était plus jeunes peut-être. Et on était plus proche aussi peut-être de l'animation d'un groupe. On était moins, je dirais, moins distant peut-être par rapport aux collaborateurs. Mais on peut dire aussi qu'on était peut-être plus proche du terrain que ceux de maintenant. C'est vrai qu'en technologie, par exemple, j'ai pu constater, lorsque j'ai fait passer le concours de l'ENISE par la suite, plusieurs années, j'ai pu constater que, au point de vue connaissance technologique, c'était un petit peu faible. Il faut savoir que moi j'ai commencé à pousser la lime au cours élémentaire de commenterie. On me mettait même un tabouret sous les pieds, j'étais pas assez haut pour attraper les taux. Et de la 6e jusqu'à la fin de mes études d'ingénieur, on a bouffé du technique, même de l'atelier, etc. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote à ce sujet-là. On faisait quand même des choses un petit peu trop terre à terre. Je me souviens à la forge, j'étais avec un ami, Bonin, qui nous a quittés l'an dernier, et on avait un professeur qui était tout fier de dire qu'il était PTA l'ENISE, PTA à l'école d'ingénieur. Alors, en détachant bien les syllabes, vous voyez. Et il nous engueulait tout le temps parce qu'on mettait le marteau trop près du four. Et il nous disait, ça fait sécher le manche. Alors un beau jour avec Bill, on a carrément caché le marteau, et il est venu, il nous a dit, où est le marteau? Alors on lui a dit avec un peu d'humour, il est dans le foyer. Non, il n'avait pas le sens de l'humour, le PTA l'ENISE, et il nous a mis chacun un 0. C'était pas évident, parce que c'était le plus gros coefficient, et il fallait évidemment supporter ce 0 sur les 5 ans. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, quand on ratait un cours, on avait un 0 dans la matière. Et quand on arrivait en retard à un cours, on avait un 10e de moins sur la moyenne générale. C'était une fête aussi, c'est qu'un jour, en OST, avec le professeur Joël Espérard, il avait fait un pointage, on n'était pas à 50% présent. Alors à partir de là, ils ont fait l'appel régulièrement. Et c'est là qu'on s'est ramassé quelques 0 et quelques 10e en moins. Ça faisait mal quand même. Alors, pour en revenir à l'ingénieur de 1965 par rapport à celui de nos jours, je pense qu'on était plus proche de la technique. On connaissait mieux, moi je suis ingénieur mécanicien, même si je n'ai fait pas toute ma carrière d'être au public, on connaissait quand même mieux ce que c'était qu'un boulon, un écrou, une soudure, une trempe, un recuit, etc. Alors que j'ai fait passer le concours d'école d'ingénieur, pendant plusieurs années, on peut dire que la technique, pour eux, c'est disons, quelque chose d'assez lointain. Donc voilà la différence que je ferai. Je dirais aussi que on était peut-être moins individualiste. On avait sûrement une reconnaissance des générations qui nous avaient précédés, même si on avait de l'ambition, et que je crois que maintenant, il y a un certain égoïsme qui s'est installé un peu. On parle des cours de morale au primaire, je pense qu'il faudrait peut-être aussi faire des cours, disons, de convivialité, des cours de fraternité, des cours d'entraide à l'école d'ingénieur. Alors je suis sorti donc comme ingénieur mécanicien en 1965, et on m'a offert dans la société Vie Asphalte une possibilité de rentrer soit au service matériel, soit au service d'exploitation. Alors moi, le service matériel, étant ingénieur mécanicien, ça me paraissait plus dans mes cordes, j'ai donc opté pour le service matériel. Ça n'avait pas tellement à voir avec l'usinage, les machines-outils, etc. Je travaillais sur l'autoroute du Nord, sur l'autoroute de Mantes-la-Jolie, sur l'autoroute de Mercé, et je suis parti également en Jordanie pour faire une route qui allait de Safi à Aqaba.
qu'on n'a jamais terminée, puisqu'elle était bombardée au fur et à mesure. Et j'ai vécu la guerre des 6 jours, c'était déjà assez dangereux, puisque mon patron, le numéro 1, Jean Cuaz, a été tué. Je suis revenu fin 67 à la région parisienne, où j'étais directeur du matériel de plusieurs agences de la région parisienne. Puis je me suis rendu compte qu'au service matériel dans les travaux publics, on n'était pas, disons, ceux qui amenaient du chiffre d'affaires, ceux qui amenaient du résultat, des bénéfices, si possible. Et j'ai opté pour changer un peu. En 70, je suis passé à l'exploitation, tout en conservant le service matériel. Mais la région parisienne ne me plaisait pas, à ma femme non plus, qui est provençale, et j'ai quitté pour aller à Lyon. Mais à peine arrivé à Lyon, le 13 janvier 75, le lendemain, Clément Béatrix, qui nous a quittés, me téléphonait pour me dire de reprendre l'association des ingénieurs ENISE, la présidence. Je suis le fondateur à l'origine de l'association des anciens d'ENISE. Donc, ça ne nourrissait pas son homme d'être président des anciens d'ENISE à Saint-Étienne. J'ai donc créé une agence Via Asphalt, qui était devenue Via France, donc c'était Via France à l'époque. Puis ensuite, j'ai créé une autre agence à Clermont-Ferrand, puis dans à Loriol, j'ai été président-directeur général d'une entreprise à Châteauguay. Et c'est là qu'à ce moment-là, j'ai embauché Patrick Andreau. J'ai embauché Patrick Andreau, j'avais mon stage en 78. Bien, puis, disons, il se préparait des fusions entre Bourdin et Chaussée et Via France. Le PDG de Via France, Michel Cambournac, qui est parrain de la promotion 1989, s'est retrouvé en retraite en 90, et après, là, on m'a demandé si je voulais pas être directeur commercial du Grand Sud-Est. Je n'ai pas voulu, je suis parti. Et après, j'ai été directeur du développement dans une entreprise, et je suis parti également en République tchèque, où j'étais directeur général adjoint de la première entreprise de République tchèque, 4000 personnes. Stavby Silnic à Djelenitz. Ensuite, je suis revenu, j'ai fait de la formation continue, c'est là que je me suis lancé dans la formation continue. J'ai été après directeur général d'une boîte de gestion et finance à Prague en 98, et puis j'ai recommencé à faire de la formation pour finalement faire de la formation 2002 à nouveau, jusqu'à ce jour, où je travaille toujours en formation, notamment pour la routière Colas. Mais j'ai fait de la formation également à Madagascar, j'en ai fait en Roumanie, j'en suis en train d'en faire en Slovaquie.